Vous vous réveillez au son des cloches de mariage qui résonnent dans la cathédrale de Bordeaux, mais elles n'apportent aucune joie à votre cœur d'enfant de 14 ans. Nous sommes le 25 novembre 1615. Vos mains, encore celles d'une enfant, tremblent sous les couches de brocart espagnol, dorées tandis que les servantes ajustent la lourde couronne sertie de bijoux qui menace de glisser de votre tête. À travers la fumée d'encens, vous n'apercevez votre époux que pour la deuxième fois de votre vie. Louis XIII de France, un garçon dont la voix s'est à peine muée, qui a passé la matinée de son mariage à chasser les lapins plutôt qu'à se préparer à rencontrer sa future épouse. Ses yeux glissent les vôtres comme l'eau sur le verre, trouvant le sol de pierre plus digne d'attention que la jeune fille qu'il est sur le point de posséder pour la vie. La cathédrale engloutit les sons comme une bête affamée. Vos suivantes espagnoles murmurent des prières en castillan, mais leurs mots se dissolvent dans la messe latine qui tonne depuis l'autel. Anna Maria Maratia, bien qu'on vous appellera désormais Anne, effaçant jusqu'à votre nom. Vous êtes venu des Cournes, ensoleillé de Valladolid jusqu'à cette cathédrale française glaciale, un pion dans le grand jeu qui oppose les Habsbourg aux Bourbons. Votre père, Philippe III d'Espagne, a sacrifié votre enfance lorsque vous aviez 11 ans. Votre dot pèse un demi-million d'écus, et l'Espagne a déjà calculé ce qu'elle récupérerait si votre jeune époux venait à mourir prématurément. Ils ont pensé à tout, sauf à une chose, la possibilité que deux enfants terrifiés puissent trouver le bonheur l'un dans les bras de l'autre. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour encore plus de contenu comme celui-ci. Et merci de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve extraordinaire que nous explorions ensemble ces récits anciens depuis différentes régions du monde, reliés à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Le contrat de mariage a été signé 3 ans plus tôt, en août 1612, lorsque vous aviez à peine 11 ans. Vous vous souvenez du jour où votre père vous a dit, non pas demandé, dit que vous épouseriez le roi de France. Vous étiez dans les jardins du palais royal de l'Alcazar à Madrid, en train de donner des miettes de pain au pont que votre mère affectionnait tant. Marguerite d'Autriche, votre mère, était morte depuis moins d'1 an, emportée par la fièvre puerpérale après avoir mis au monde votre plus jeune frère. Vous aviez hérité de ses responsabilités, prendre soin de vos frères et sœurs, organiser les prières domestiques, devenir une petite mère avant même d'avoir fini d'être une enfant. Les mots de votre père tombèrent comme des pierres dans une eau immobile. Vous serez reine de France. Que saviez-vous alors de la France ? Un pays du Nord où l'on parlait une langue qui sonnait, comme de l'eau glougloutant sur des rochers. Un pays où le soleil apparaissait rarement, où votre tante Isabelle était partie se marier et n'était jamais revenue. Vous saviez que la France et l'Espagne étaient ennemies depuis des générations, que votre mariage devait sceller une paix aussi fragile que du sucre filé. Vous ne saviez pas que vous ne verriez plus jamais un lever de soleil espagnol, que vous ne goûteriez plus jamais un gazpacho préparé selon la recette de votre mère, que vous ne couriez plus jamais pieds nus dans les orangers de Valence où votre famille passait les étés. Les négociations durèrent 3 ans. 3 ans d'échange de portraits, votre image peinte et repeinte pour s'assurer que vous paraissiez suffisamment Habsbourg, suffisamment virginal, suffisamment digne d'un roi Bourbon. Le portrait de Louis arriva à la cour d'Espagne en 1613, montrant un garçon aux yeux tristes et au menton faible, vêtu de suffisamment de dentelle pour habiller tout un couvent. Vos dames murmuraient qu'il était maladif, qu'il préférait la compagnie de son fauconnier à celle de n'importe quelle femme, que sa mère, Marie de Médicis, gouvernait la France tandis qu'il jouait aux soldats de plomb. Mais qu'importait le genre de garçon qu'il était. Les documents étaient signés. Votre destin était scellé. Le 18 octobre 1615, le mariage par procuration à Burgos. Vous avez épousé une chaise vide recouverte de lys français, tandis que votre frère Philippe représentait Louis. Et à Bordeaux, on mariait Élisabeth, la sœur de Louis, dans un échange double. 2 princesses troquées comme des oiseaux exotiques, destinées à ne jamais revoir leur terre natale. Vous portiez la robe de mariée de votre mère, modifiée pour s'adapter à votre petite stature, l'or espagnol lourd comme une armure. L'archevêque de Burgos célébra la cérémonie, son latin ruisselant sur vous comme la pluie sur la pierre. Vous avez dit « je le veux ». À un trône vide, jurez votre corps et votre âme à un garçon que vous n'aviez jamais rencontré.
Vous êtes devenue l'épouse d'une absence. Le voyage de l'Espagne à la France dura 40 jours. 40 jours de secousses dans une voiture brinque-ballante sous la pluie d'automne. Dormant dans des lits étrangers qui sentèrent la vie des autres, mangeant une nourriture qui devenait de plus en plus étrange à mesure que vous avanciez vers le nord, vos dames espagnoles, Doña Estefa de Vigilán, qui avait été l'amie de votre mère, Doña Catalina de Salizar, qui vous avait enseigné le français, la petite Maria de Montayor, votre compagne naine depuis l'enfance, tentèrent de faire de ce voyage une aventure. Elles chantèrent des chansons espagnoles pour couvrir le bruit de la pluie. Vous apprenez les danses de la cour française dans des auberges au bord de la route. Vous teniez dans leurs bras lorsque vous vous réveilliez en pleurant, hanté par des rêves de votre foyer. À l'île des Faisans, sur la rivière Bidassoa, eut lieu l'échange cérémoniel. L'Espagne d'un côté, la France de l'autre et vous au milieu, sur une plateforme construite au-dessus de l'eau, n'appartenant à aucun pays durant un instant suspendu. Votre frère Philippe vous étreignit une dernière fois, murmurant en espagnol « Sois courageuse, petite infante. Souviens-toi, tu portes le sang des Habsbourg. » Puis vous avez traversé la plateforme vers votre nouvelle vie, chaque pas vous éloignant davantage de tout ce que vous aviez connu. Élisabeth de France vous croisa en allant dans la direction opposée, les larmes coulant sur son visage, deux princesses se croisant, au-dessus d'eau sombre, chacune marchant vers son propre exil. Votre premier aperçu de la cour française à Bordeaux vous frappa comme un coup, porté en plein corps, là où l'habit de cour espagnol privilégiait la dignité et la retenue. La mode française semblait conçue pour dévoiler autant de chair que possible tout en demeurant techniquement vêtue. Les poitrines des femmes débordaient, de corsets taillés si bas qu'on pouvait voir battre leur cœur. Leurs cheveux étaient torturés en arrangements défiant la gravité, maintenus par assez d'épingles pour armer un petit bataillon. Tout le monde parlait en même temps, une cacophonie de français mêlée d'italien, d'allemand, de néerlandais, la langue internationale de la noblesse européenne, qui curieusement n'incluait jamais l'espagnol. Marida Medi, votre nouvelle belle-mère, vous examina comme un cheval à une vente aux enchères. Elle tourna lentement autour de vous, son lourd accent italien rendant son français menaçant même lorsqu'elle était censée vous accueillir. Elle est plus petite que prévu, annonça-t-elle à la cour, et plus sombre. Eh bien, du sang espagnol. Que peut-on attendre ? Elle souleva votre menton d'un doigt couvert de bagues, étudiant votre visage. Au moins elle a de bonnes dents, elle fera de bons enfants, si Dieu le veut. Puis Louis entra dans la salle, et votre cœur tenta quelque chose entre l'espoir et la peur. Il avait exactement 14 ans, né 5 jours après vous en septembre 1601, une coïncidence que tous appelaient le destin. Mais le destin se tenait devant vous sous la forme d'un garçon qui refusait de croiser votre regard, dont les mains tremblaient autant que les vôtres, et qui semblait préférer être n'importe où ailleurs au monde. Lorsque le protocole exigea qu'il vous embrasse, ses lèvres effleurèrent à peine votre joue, froide et sèche comme du papier. La cour applaudit cette démonstration d'affection royale. Vous vous demandâtes si c'était ainsi que l'amour se présentait en France. Une représentation destinée à un public qui ne se souciait guère des acteurs. Le festin de noces dura 7 heures. 7 heures assise à côté d'un étranger qui était désormais votre mari, à le regarder vous ignorer méthodiquement pour discuter chasse avec son maître fauconnier. Vous tentâtes à 2 reprises d'engager la conversation, une fois à propos de la musique. On vous avait dit qu'il jouait du luth, une autre fois à propos de sa famille. Les 2 fois, il répondit par des monosyllabes avant de détourner la tête. Le duc de Buckingham, venu d'Angleterre, écrivit plus tard qu'il n'avait jamais vu un époux paraître plus misérable, comme s'il était conduit à une exécution plutôt qu'à son lit nuptial. Lorsque la nuit tomba enfin, et que les médecins de la cour déclarèrent que l'heure astrologiquement appropriée l'était arrivée, les dames de la chambre vinrent vous chercher. Elles vous dépouillèrent entièrement, nues devant une salle pleine d'étrangers. Le protocole français exigeait des témoins pour s'assurer que vous étiez sans défaut. Vierge capable d'enfanter, ils examinèrent votre corps avec un détachement clinique, énonçant leurs constatations à un secrétaire qui les inscrivait dans un registre. Aucun défaut visible, hymen intact, anges adéquates pour la procréation, poitrine se développant de manière appropriée pour l'âge. Vous restiez là 14 ans, nus devant 2 douzaines de courtisans français, et vous apprîtes que les reines n'avaient aucun droit à la modestie. Ils vous vêtirent d'une chemise de nuit si transparente qu'elle semblait faite de brume matinale,
puis vous conduisirent vers la chambre royale où Louis attendait, paraissant encore plus terrifié que vous ne l'étiez. L'archevêque de Bordeaux bénit le lit. Mara Medici donna des instructions, bruyantes et explicites concernant le devoir royal et la production d'héritiers. Les médecins de la cour expliquèrent avec une précision douloureuse les mécanismes de la consummation. Puis, par miséricorde, ils vous laissèrent seuls, bien que vous sachiez qu'ils attendaient juste derrière la porte, à l'écoute de toute preuve que le mariage avait été correctement scellé. Ce qui se passa ensuite demeure objet de débat parmi les historiens. Le registre officiel, publié le lendemain matin, déclara que le mariage avait été consommé. Les draps tachés de sang furent exposés à la cour comme preuve, mais les serviteurs murmurèrent plus tard que le sang provenait d'une poule, que Louis avait passé la nuit recroquevillé à l'extrémité du vaste lit, refusant de toucher son épouse. Vous n'en parleriez jamais, même pas dans vos lettres privées. Mais un fait demeure, Louis ne partagea plus votre lit avant 4 ans. 4 ans, 1460 nuits, à dormir seul dans des châteaux français, vous demandant quel défaut. On vous avait pu faire fuir un mari qui préférait la compagnie de ses chiens de chasse et de ses favoris, masculins à la chambre de son épouse. La cour vous observait sans cesse, guettant les signes d'une grossesse qui ne venait jamais. Chaque mois sans conception apportait de nouvelles humiliations. Les médecins vous examinaient à répétition, déclarant votre matrice froide et vous prescrivant des potions répugnantes faites de perles, broyées et de sang de taureau. Les courtisans murmuraient que vous étiez stérile, maudite, peut-être même pas vraiment une femme. Pendant ce temps, Louis vivait sa propre existence étrange. Il était roi de nom, mais non de pouvoir. Mara Medici gouvernait la France à travers ses favoris italiens, les Concini. Louis passait ses journées à chasser, à dresser des faucons, à jouer aux soldats avec la garde domestique. Il avait des habitudes particulières que la cour s'efforçait d'ignorer, une obsession de la mort qui le poussait à tenir des registres détaillés de toutes les personnes décédées à Paris, un bégaiement qui surgissait lorsqu'il était nerveux, c'est-à-dire presque toujours, et une tendance à s'évanouir à la vue des épaules nues des femmes. Vos dames de compagnie rapportaient qu'il s'enfuyait littéralement s'il vous croisait, par hasard dans un couloir. En 1617, tout changea. Louis, influencé par son favori Charles d'Albert, duc de Leuwen, orchestra un coup d'État contre sa mère. Concino Concini fut assassiné sur le Pont-Neuf, son corps mutilé par une foule tandis que Louis observait depuis une fenêtre du palais. Marita Medici fut exilée à Béel. Et soudain, à 16 ans, vous vous retrouvâtes véritablement seul dans une cour qui vous avait à peine toléré lorsque la reine-mère était encore là pour imposer un minimum de courtoisie. Le premier acte de Louis après avoir pris le pouvoir fut de purger votre maison de vos serviteurs espagnols. Cela se produisit un mardi matin d'avril. Vous vous réveillâtes pour trouver des gardes français à votre porte, listes en main. Doña Stefania, qui vous avait tenu dans ses bras lors de vos cauchemars, reçut 1 heure pour faire ses bagages. Doña Catalina, qui vous avait appris à parler français sans trop d'accent espagnol, fut escortée jusqu'à une voiture en route vers la frontière. Même la petite Maria, votre compagne naine depuis que vous aviez 7 ans, fut déclarée espionne espagnole et expulsée. Vous implorâtes Louis de vous laisser garder au moins un visage familier, une seule personne qui connaissait les berceuses de votre mère, qui pouvait vous parler dans la langue de votre enfance. Il refusa ce étrange jeune roi qui était votre mari, disant que l'Espagne était l'ennemi de la France et que vous deviez apprendre à être française. Vous essayâtes. Dieu sait que vous essayâtes. Vous apprîtes à vous habiller comme une reine française, bien que les robes au décolleté plongeant vous fassent en sentir nue. Vous apprîtez l'étiquette complexe de Versailles, qui semblait conçue pour rendre impossibles les tâches les plus simples, 43 étapes rien que pour servir un verre d'eau au roi. Vous apprîtez à danser les danses de cour françaises, bien qu'elles manquassent de la passion du flamenco espagnol. Vous apprîtez même à penser en français, bien que vous rêviez encore en espagnol, vous réveillant avec des mots castillans sur les lèvres que personne autour de vous ne pouvait comprendre. 1619 apporta un bref sursaut dans votre mariage glacé. Louis, peut-être influencé par son désir de sécuriser la succession, commença à visiter vos appartements. Ces rencontres étaient maladroites, mécaniques, brèves. Il arrivait après la tombée de la nuit, accomplissait son devoir conjugal avec l'enthousiasme de quelqu'un prenant un médicament, puis partait immédiatement. Vous concevîtes au bout de quelques mois. La cour se réjouit.
Des Te Deum furent chantés dans toutes les églises de France. Vous portiez dans votre ventre l'avenir de la dynastie Bourbon. Décembre 1619. Votre premier enfant naquit mort, un garçon parfaitement formé qui ne prit jamais une seule respiration. Les sages-femmes l'enveloppèrent dans de la soie, avant que vous ne puissiez le tenir. Mais vous vîtes sur son visage, le menton faible de Louis, vos cheveux foncés. La cour vous accusa immédiatement. Vous deviez avoir mangé quelque chose de mauvais, bougé trop brusquement, nourri des pensées perfides qui avaient empoisonné l'enfant dans votre ventre. Louis se tint au pied de votre lit pendant que vous hémorragiez, le visage figé dans le dégoût, et ne dit que « et c'est plus fort la prochaine fois ». 3 mois plus tard, vous étiez de nouveau enceinte. Cette fois, les médecins de la cour vous mirent en quasi-assignation à résidence. Pas de marche, pas de danse, pas de lecture susceptible d'exciter vos humeurs. Vous passâtes des mois allongés dans votre lit, regardant les saisons changer à travers des fenêtres que vous n'étiez pas. Autorisé à ouvrir, sentant l'enfant bouger en vous comme un poisson dans un bocal. En mars 1622, vous étiez si désespéré d'air que vous convainquîtes 2 de vos dames, désormais françaises, toutes françaises, de vous aider à marcher dans les jardins. Vous riez de quelque chose, un petit potin de cour, courant un peu parce que cela faisait tellement de bien de bouger lorsque vous trébuchiez sur vos lourdes jupes. La chute fut mineure, à peine un trébuchement, mais dès le soir vous saigniez. Le 2e enfant fut perdu. La colère de Louise était terrible à voir. Il fit irruption dans vos appartements alors que vous saigniez encore, criant que vous aviez assassiné son héritier, que vous étiez soit criminellement négligente, soit que vous sabotiez délibérément la succession. Toute la cour l'entendit vous traiter de sorcière espagnole, de malédiction Habsbourg sur la maison de Bourbon. Lorsque vous tentâtes de vous expliquer ou de vous excuser, il frappa le mur à côté de votre tête si fort que ses jointures saignèrent. Âgé de 21 ans, il cracha. Et vous ne pouvez pas accomplir la seule fonction pour laquelle vous avez été acheté. Acheté, pas marié, acheté. Les années qui suivirent se confondirent dans un brouillard d'isolement et de désespoir croissant. 123, 1624, 1625. Enceinte, pleine d'espoir, saignant, en deuil, blâmée. 4 morts-nés au total, 4 petits cercueils. 4 fois Louis vous regarda avec un tel mépris que vous vous demanda s'il ne pourrait pas simplement vous faire exécuter pour votre incapacité à produire un héritier. Les médecins de la cour tentèrent tout, régimes spéciaux, saignées, prières à des saints spécifiques, positionnement de votre lit pour capter certaines influences planétaires. Rien ne fonctionna. Puis vint 1624 et l'ascension au pouvoir du cardinal Richelieu. Si vous pensiez que votre vie avait été difficile auparavant, Richelieu la transforma en un cauchemar exquis. Là où Louis était froid, Richelieu était calculateur. Là où Louis vous ignorait, Richelieu vous surveillait constamment. Certains murmuraient qu'il vous aurait fait des avances au début de son mandat et que vous l'aviez refusé. Certes, sa haine semblait personnelle, mais quelle que soit ses motivations, il fit de votre destruction sa carrière secondaire après avoir dirigé la France. Richelieu convainquit Louis que vous étiez une espionne espagnole, que votre correspondance avec votre famille était une trahison, que vos visites au couvent servirent de couverture pour des conspirations. Il plaça des espions dans toute votre maison, des dames de compagnie qui rapportaient un chacun de vos maux, des serviteurs qui fouillaient vos affaires, et même un confesseur qui violait le secret de la confession pour rapporter vos prières. Vous apprenez à ne faire confiance à personne, à ne parler que du temps et de la mode, à cacher vos véritables pensées si profondément que parfois vous ne pouviez pas les retrouver vous-même. En 1626, le cardinal plaça Méline du Fargus dans votre maison comme dame d'honneur, explicitement pour vous espionner, mais Méline, belle et brillante, perçut les manigances de Richelieu. Elle devint votre amie, peut-être votre seule véritable amie en France, vous enseignant l'art subtil de l'intrigue de cour, comment paraître obéissante tout en conservant sa dignité. Grâce à Méline, vous apprîtes que le pouvoir en France ne venait pas de la confrontation, mais de la patience, de la capacité à survivre à vos ennemis plutôt que de les vaincre. 1630 apporta le jour des dupes. Lorsque vous et Marita Médicis, de retour d'exil, tentâtes de convaincre Louis de renvoyer Richelieu, vous crûtes pendant un moment glorieux avoir réussi. Louis sembla d'accord, prêt à se libérer de l'influence du cardinal. Mais Richelieu était trop habile, trop indispensable.
Dès le soir, il inversa tout. Marie fut de nouveau exilée, cette fois définitivement. Vos partisans furent purgés de la cour, et vous vous retrouvâtes plus isolés que jamais, surveillés de près et encore moins dignes de confiance. Le pire survint en 1635, lorsque la France déclara la guerre à l'Espagne. Votre frère Philippe IV était désormais officiellement l'ennemi. Toute lettre à votre famille constituait une trahison. Toute expression de préoccupation pour les victimes espagnoles était considérée comme de la sédition. Richelieu intercepta une lettre où vous écriviez à Philippe au sujet de votre solitude, de votre peur, de votre désir désespéré de voir un visage familier. Le cardinal la présenta à Louis comme preuve de conspiration, bien que tout ce que vous ayez fait fût de dire à votre frère qu'il vous manquait. 1637 marqua votre point le plus bas. Des espions découvrirent rituellement que vous utilisiez vos visites au couvent de Val-de-Grâce pour faire passer des lettres en Espagne. Les preuves étaient irréfutables. Vous aviez correspondu avec votre frère, lui envoyant des informations sur la vie de la cour française, mais rien de valeur militaire, rien qui puisse véritablement être qualifié d'espionnage. Vous fûtes traîné devant le conseil du roi comme une criminelle ordinaire. Richelieu présenta ses preuves avec un flair théâtral, vous peignant comme une vipère dans le sein de la France, une agente Habsbourg ayant passé 22 ans à saper le royaume de l'intérieur. On vous demanda si vous aviez conspiré pour épouser Gaston d'Orléans, le frère de Louis, après la mort du roi. L'accusation était si absurde que vous rîtes, un rire amer et brisé qui résonna dans la chambre. Si je voulais échapper à mon malheur par un remariage, disiez-vous en regardant directement Louis, pourquoi choisirais-je un autre prince français? Si je suis l'espionne espagnole que vous prétendez, ne fuirai-je pas à Madrid dès que je serai veuve? Le visage de Louis ne révéla rien. Cet homme qui avait été votre mari pendant 22 ans, qui vous avait tenu responsable de chaque mort-né, qui vous avait privé de tout confort, de tout ami, de tout lien avec votre maison, était assis là comme un étranger jugeant un étranger. En fin de compte, vous n'étiez ni exécuté ni officiellement exilé, seulement parce que cela aurait provoqué une crise diplomatique avec l'Espagne. À la place, vous fûtes condamné à une surveillance continue, à une isolation continue, à un mariage continu avec un homme qui vous méprisait. Puis vint le miracle, ou peut-être la malédiction, selon la manière dont on perçoit les ironies du destin. 5 décembre 1637, une tempête d'hiver d'une violence inhabituelle frappa Paris. Louis avait prévu de voyager à Saint-Mul, mais les routes étaient impraticables. Le protocole exigeait qu'il dorme au Louvre, et la seule chambre à coucher appropriée se trouvait dans les appartements de la reine. Pour la première fois depuis des années, votre mari passerait la nuit dans votre lit. Vous aviez 36 ans. Vous étiez marié depuis 22 ans. Vous aviez enduré 4 morts-nés, d'innombrables humiliations et une isolation complète de tout ce que vous aviez aimé autrefois. Et maintenant, pris au piège par une tempête, l'homme qui avait fait de votre vie un enfer, minutieusement calculé, n'avait d'autre choix que de partager votre lit. Que s'est-il passé entre vous cette nuit-là? Où la colère a finalement cédé à quelque chose qui ressemblait à de la tendresse? Où la solitude s'est reconnue dans les yeux de l'autre? Où le simple impératif biologique a surpassé 2 décennies de blessures accumulées, que vous et Louis seuls connaissiez? Mais 9 mois plus tard, le 5 septembre 1638, vous avez donné naissance à un fils vivant. La France est devenue folle de joie. Les cloches des églises ont sonné pendant une semaine entière. Des feux de joie ont flambé sur chaque colline. L'enfant fut baptisé Luigi Giudona, Louis le don de Dieu, comme si le ciel lui-même était intervenu pour sauver la dynastie Bourbon. Après 23 années de mariage stérile, alors que vous aviez 37 ans et que tout le monde avait perdu espoir, vous aviez produit l'air dont la France avait désespérément besoin. Richelieu lui-même s'agenouilla devant vous, bien que ses yeux demeurassent froids comme la pierre hivernale. La cour qui avait murmuré des poisons sur vous pendant des décennies proclamait maintenant que vous étiez béni parmi les femmes. Louis vint voir son fils, mais vous regarda à peine. La femme qui avait enfin donné ce que toute la France exigeait. Peut-être ne pouvait-il pas pardonner ces années de vide. Peut-être suspectait-il, comme certains murmuraient, que l'enfant n'était pas le sien, bien que le garçon grandirait en ressemblant exactement à ses ancêtres Bourbons, avec le même nez proéminent, les mêmes yeux lourds. Ou peut-être que Louis ne savait tout simplement pas comment combler 23 années de mépris soigneusement cultivés. 15 mois plus tard, la foudre frappa une seconde fois. Le 21 septembre 1640, vous avez donné naissance à Philippe duc de Léon,
2 fils en bonne santé après des décennies de pertes, les médecins de la cour qui avaient déclaré « Votre utérus inhospitalier » proclamaient maintenant qu'il était miraculeux. Vous aviez 39 ans, un âge avancé selon les standards de la maternité royale, et pourtant vous aviez donné naissance à 2 princes parfaits en succession rapide. Certains parlaient d'une intervention divine. D'autres murmuraient des théories plus sombres sur la tempête qui avait contraint Louis à votre lit sur la question de savoir si le roi avait vraiment été le seul visiteur cette nuit de décembre. Mais vous vous moquiez de leurs murmures. Vous aviez vos fils. Pour la première fois depuis votre départ d'Espagne, vous aviez des personnes qui vous appartenaient réellement et que nul décret royal ne pouvait vous enlever. Vous vous jetâtes dans la maternité avec l'intensité désespérée de quelqu'un qui avait attendu trop longtemps de l'eau dans un désert. Vous les nourrissiez vous-même. Choquant la cour qui s'attendait à ce que les bébés royaux soient confiés à des nourrices. Vous leur appreniez des berceuses espagnoles quand personne n'écoutait. Vous les teniez contre les fièvres et les cauchemars, déterminés à ce qu'ils ne ressentent jamais l'abandon que vous aviez connu. Louis, quant à lui, mourait. La tuberculose avait pris racine dans ses poumons, et en 1642, il crachait du sang. Richu mourut en décembre de cette même année, et vous auriez pu ressentir un triomphe si Louis n'avait pas été trop malade pour se soucier de la politique. Il passa ces derniers mois à préparer une dernière cruauté, un testament destiné à vous priver de tout pouvoir, même depuis l'au-delà. Le testament créa un conseil de régence qui gouvernerait la France, tandis que votre fils de 4 ans régnerait officiellement. Vous seriez reine-mère de nom seulement, sans aucun pouvoir de décision, sans l'approbation du conseil. Après 28 années de mariage, après lui avoir donné les héritiers qu'il exigeait, après avoir enduré tout ce qu'il et la France vous avaient infligé, son dernier acte fut d'assurer votre impuissance continue. Le 14 mai 1643, Louis XIII mourut. Vous vous teniez à son chevet, dans la même soie noire espagnole que vous aviez portée à votre mariage, regardant la vie quitter les yeux du garçon qui était devenu votre tourmenteur. Ces derniers mots n'étaient pas pour vous, mais pour son fils. « Sois un meilleur roi que je ne l'ai été, sans hâte. » Puis il partit et vous étiez libre. Sauf que vous ne l'étiez pas vraiment, car son testament vous liait encore. Mais Anne d'Autriche, qui n'était plus Anna Maria Mauricia, cette fille ensevelie trop profondément pour renaître, avait appris à jouer la politique française durant ces années de surveillance et d'isolement. Quelques jours après la mort de Louis, vous comparûtes devant le Parlement de Paris, vous portiez des vêtements de deuil qui ne pouvaient cacher l'acier dans votre colonne vertébrale, parliez français sans la moindre trace d'accent espagnol et les convainquites d'annuler le testament du roi défunt. Vous leur rappelâtes que la France avait besoin d'un leadership fort et non d'un gouvernement par comité. Vous leur rappelâtes que vous aviez donné à la France 2 princes, que vous aviez prouvé votre loyauté en endurant 28 ans de mariage sans plainte. Vous jouâtes même sur leur xénophobie, arguant qu'en tant que femme et étrangère, vous auriez besoin de conseillers français et que ceux-ci devraient compter sur la sagesse française, une flatterie qui leur fit croire qu'ils conserveraient encore une certaine influence. Les mêmes hommes qui avaient regardé Richelieu vous humilier pendant des décennies votèrent maintenant pour faire de vous la régente unique de la France. Votre premier acte fut de choisir le cardinal Mazarin comme ministre principal. Protégé de Richelieu, ironiquement, mais un homme au caractère très différent. Là où Richelieu avait été un acier français, Mazarin était une soie italienne. Là où Richelieu avait cherché à vous briser, Mazarin cherchait à vous soutenir. Certains disaient qu'il cherchait plus que cela. En moins d'1 an, des rumeurs circulaient selon lesquelles vous et le cardinal étiez amants. Certains affirmaient même que vous vous étiez mariés en secret, que la princesse espagnole avait enfin trouvé l'amour, avec un cardinal italien après, une vie entière de misère matrimoniale, que Mazarin fut votre amant ou simplement votre conseiller le plus proche. Il vous aida à naviguer dans les eaux traîtresses de la Régence. Lorsque les guerres civiles françaises éclatèrent, de 1648 à 1653, avec les nobles français se révoltant contre l'autorité royale, exigeant le pouvoir que Richelieu leur avait retiré, vous montrâtes un courage que personne n'avait soupçonné chez vous. Lorsque les émeutiers menacèrent le palais, vous fîtes sortir vos jeunes fils de Paris en pleine nuit. Louis XIV caché dans un panier à linge, Philippe enveloppé dans des vêtements de serviteur. Lorsque les rebelles exigèrent la tête de Mazarin,
Vous fîtes semblant de l'exiler tout en correspondant secrètement, suivant ses instructions pour diviser vos ennemis. Lors d'un moment particulièrement dangereux de la Fronde, des rebelles envahirent la chambre du jeune Louis XIV pour s'assurer qu'il n'avait pas fui Paris. Vous teniez au chevet de votre fils de 10 ans, tandis que des hommes armés passaient, chacun pouvant assassiner le roi. Vos mains ne tremblaient pas, votre voix ne vacillait pas. Vous tirâtes vous-même les rideaux du lit, montrant l'enfant endormi, et disiez avec un calme parfait : « Messieurs, le roi est ici, comme vous le voyez. Je compte sur vous pour lui permettre de continuer son repos. » Les rebelles, honteux devant votre dignité, se retirèrent. Votre régence prit officiellement fin en 1651 lorsque Louis XIV fut déclaré majeur à 13 ans. Mais tout le monde savait que vous déteniez encore le véritable pouvoir. Vous, à qui il avait été interdit d'écrire à votre famille, négociez désormais des traités européens. Vous, à qui l'on avait reproché de parler espagnol comme trahison, meniez désormais la diplomatie avec toutes les cours, de Londres à Vienne. Vous, que l'on avait tenu responsable de chaque mort-né, guidiez la France à travers la guerre civile pour en sortir plus forte que jamais. En 1659, vous négociâtes le traité des Pyrénées, mettant fin à la longue guerre entre la France et l'Espagne. Dans le cadre du traité, Louis XIV devait épouser votre nièce Marie-Thérèse d'Espagne, la fille de votre frère Philippe IV. L'ironie ne vous échappait pas. Une autre princesse espagnole venant épouser un roi français. Une autre jeune fille quittant tout ce qu'elle connaissait pour une cour étrangère. Vous essayâtes de prévenir Marie-Thérèse afin de la préparer, mais comment expliquer 28 années de souffrances minutieusement gérées ? Lors du mariage en 1660, vous rencontrâtes Philippe pour la première fois depuis 45 ans. Votre frère, désormais Philippe IV d'Espagne, avait vieilli en un homme que vous reconnaissiez à peine. Lorsqu'il vous embrassa, il murmura en espagnol, supposant que vous aviez oublié. Mais vous répondîtes couramment, les mots coulant comme l'eau revenant à un lit de rivière asséché. « Je n'ai jamais oublié », chez lui disiez-vous. « J'ai juste appris quand ne pas me souvenir. » Philippe évoqua la guerre récente entre vos pays, peut-être attendant des excuses ou des explications. « J'ai été une bonne Française. » Et disiez-vous assez fort pour que les deux cours entendent. « Je le devais au roi, à mon fils et à la France. » La délégation espagnole sembla choquée. Leur princesse perdue était devenue complètement française. Mais cette nuit-là, seule dans vos appartements, vous pleurâtes pour la première fois depuis des années, en deuil de la jeune fille, espagnole que vous aviez dû tuer pour survivre en tant que reine française. Mazarin mourut en mars 1661, vous laissant véritablement seul pour la première fois depuis la mort de Louis XIII. Son testament vous laissait une fortune en bijoux, dont un diamant de 14 carats, appelé la Rose d'Angleterre. Un héritage étrange d'un cardinal supposément célibataire à une reine veuve, Louis XIV, désormais âgé de 22 ans et prêt à régner seul, vous écarta doucement mais fermement du pouvoir actif. Vous ne résistâtes pas. Vous aviez tenu la France unie pendant la guerre civile, élevé un roi, prouvé que la jeune fille espagnole, effrayée, avait toujours porté la force d'une reine. Que restait-il encore à prouver ? Vos dernières années furent passées de plus en plus à Val-de-Grâce, le couvent qui avait été votre refuge pendant les années les plus sombres, maintenant reconstruit sur votre commission en monument à la Vierge Marie, qui vous avait accordé des fils après des décennies de stérilité. Vous auriez pu construire un palais, un monument pour vous-même, mais vous choisissez de construire une église. Peut-être parce que Dieu avait été votre seul compagnon constant. Durant ces années terribles, le seul à entendre vos prières en espagnol quand tout le monde exigeait le français. Vous regardâtes votre fils devenir le roi Soleil, le monarque le plus puissant d'Europe, mais vous le vîtes aussi répéter les erreurs de son père. Il prit maîtresse après maîtresse, traitant sa femme espagnole, Marie-Thérèse, avec la même froide indifférence que Louis XIII vous avait montrée. Vous essayâtes de le prévenir pour protéger votre nièce, mais Louis XIV avait trop bien appris de l'exemple de son père. L'histoire se répétait sous des variations baroques, et vous étiez impuissante à l'arrêter. Lorsque vous ne pouviez plus influencer la politique, vous vous tournâtes vers l'influence par la culture. Vous patronâtes des artistes espagnols en France, commandâtes des traductions de la littérature espagnole, veillant discrètement à ce que les coutumes espagnoles ne soient pas entièrement effacées de la vie de cour française. Vous ne pouviez plus être espagnol, mais vous pouviez rendre la France un peu plus espagnole.
Goutte après goutte, souvenir après souvenir, le cancer du sein apparut en 1664, une dure masse qui grandissait malgré les traitements des médecins. Vous saviez ce que cela signifiait. Vous aviez vu mourir assez de femmes de cette maladie en 63 ans. Mais vous affrontâtes la mort comme vous aviez appris à tout affronter, avec une dignité qui masquait le désespoir, une grâce qui dissimulait le chagrin. Vous passâtes vos derniers mois à Val-de-Grâce, entouré de religieuses plutôt que de courtisans, priant en espagnol quand personne ne n'écoutait. Sur votre lit de mort, Louis XIV demanda si vous aviez des regrets. Vous regardâtes ce fils que vous aviez attendu 23 ans pour mettre au monde, ce roi que vous aviez protégé durant la guerre civile, cet homme qui incarnait tout ce que vous aviez souffert pour accomplir, et vous dites « Mon seul regret est de devoir vous quitter ». Ce n'était pas vrai. Bien sûr, vous regrettiez les levées de soleil espagnol que vous ne verriez plus jamais, la mère qui mourut avant de pouvoir vous enseigner comment survivre à une cour hostile, les 4 bébés qui n'avaient jamais respiré, le mari qui aurait peut-être pu vous aimer si vous aviez été française, ou s'il avait été espagnol, ou si vous aviez tous deux été des personnes complètement différentes. Le 20 janvier 1666, Anne d'Autriche mourut à 64 ans, ayant survécu à son mari de 23 ans, le nombre exact d'années que vous aviez passé dans un mariage stérile. 23 années d'humiliation, suivies de 23 années de pouvoir. Une précision mathématique dans la souffrance et le triomphe qui semblait moins une coïncidence qu'une justice cosmique. On vous enterra à Saint-Denis, à côté de Louis XIII. Unis dans la mort comme vous ne l'aviez jamais été dans la vie. Votre épitaphe se lit simplement. Épouse de Louis XIII, mère de Louis XIV. Aucune mention de l'isolement, de la surveillance, des bébés morts, des accusations de trahison, des nuits passées à pleurer dans des draps étrangers. Aucun mot sur la jeune fille de 14 ans forcée d'épouser un garçon incapable de la toucher. Ou sur la femme d'âge moyen qui trouva enfin l'autorité dans le veuvage. L'histoire se souvient de vous comme la mère du roi Soleil, pas comme la mariée enfant qui passa sa nuit de noces à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Mais dans les murs de Val-de-Grâce, si l'on écoute attentivement lors des nuits d'hiver, quand les tempêtes piègent les voyageurs comme elle, piégeaient autrefois les rois, on peut entendre des berceuses espagnoles résonner à travers la pierre. On peut sentir le parfum des fleurs d'oranger là où aucun oranger ne pousse. On peut apercevoir une ombre en forme de fille qui fut autrefois Anna Maria Mauricia avant que la France ne la transforme en Anne d'Autriche, avant que la souffrance ne la transforme en acier. Elle est toujours là, cette mariée de 14 ans, figée au moment où les cloches de mariage sonnaient à Bordeaux. Toujours se demandant si elle avait dit quelque chose de mal, fait quelque chose de mal, été quelque chose de mal. Toujours attendant un mari qui ne viendrait jamais vraiment à son lit, pour des enfants qui mettraient des décennies à arriver, pour un bonheur qui n'existait que dans l'espace entre les battements du cœur, dans des moments volés quand personne ne regardait, dans des prières espagnoles chuchotées dans des églises françaises. Considérez l'inventaire de ses pertes. Une mère à 10 ans, une patrie à 14, 4 bébés avant 35 ans, un mari qui la détestait, une langue qu'elle devait oublier, un nom qu'elle devait abandonner, un moi qu'elle devait enterrer si profondément que les archéologues de l'âme ne l'ont toujours pas retrouvé. Considérez ce qu'elle a gagné. 2 fils après 23 années stériles, une régence que son mari avait tenté de lui refuser, le respect réticent d'une cour qu'il avait méprisée, une place dans l'histoire comme mère du plus grand roi de France. Est-ce que cela en valait la peine ? La question hante les couloirs de Versailles où son portrait est accroché, un visage espagnol peint dans le style français, des yeux sombres qui semblent suivre les spectateurs, avec une expression quelque part entre le triomphe et l'accusation. Elle a sauvé la monarchie française, élevé le roi Soleil, maintenu le royaume uni à travers la guerre civile. Mais à quel prix ? Combien de morceaux d'elle-même a-t-elle dû sacrifier sur l'autel de la nécessité dynastique ? Nous ne saurons jamais ce qu'Anne d'Autriche aurait pu être si elle était restée Anna Maria Mauricia, si elle avait épousé un prince espagnol qui parlait sa langue, comprenait ses prières, partageait ses souvenirs de lumière estivale sur les murs du château. Nous savons seulement ce qu'elle est devenue. Une survivante, une reine, une mère, une régente, un fantôme hantant. L'intersection entre la tragédie personnelle et la nécessité politique. Aujourd'hui, vous pouvez encore visiter sa tombe à Saint-Denis, où elle repose aux côtés de l'homme qui fit de sa vie un enfer méthodiquement orchestré.
2 enfants qui se marièrent avant de savoir ce que signifiait le mariage, qui moururent comme des étrangers malgré un lit partagé, un trône partagé, et 2 fils qui façonnèrent l'histoire européenne. Lorsque vous vous tenez devant leur monument, souvenez-vous du son qui ouvrit cette histoire. Les cloches de mariage à Bordeaux, en novembre 1615, sonnant pour une fille de 14 ans qui passerait le reste de sa vie à apprendre que les reines ne naissent pas de l'amour, mais de la survie, pas de la joie, mais de l'accumulation lente du pouvoir, arraché à ceux qui chercheraient à le lui refuser. Souvenez-vous d'Anna Maria Maurizia qui devint Anne d'Autriche, qui devint la mère du roi Soleil, qui devint enfin exactement ce qu'ils avaient essayé de l'empêcher de devenir. Une femme qui tenait la France entre ses mains et refusait de lâcher prise. Rappelez-vous d'elle non pas comme d'une victime, mais comme d'une victorieuse ayant payé un prix trop élevé pour sa victoire. Souvenez-vous d'elle comme d'un avertissement que certains triomphes sont indiscernables, des tragédies que certaines couronnes sont faites d'épines peintes en or. Les cloches qui sonnèrent pour son mariage résonnent encore à travers l'histoire, appelant les noms de toutes les filles sacrifiées pour sceller des alliances, échangées comme des traités, mariées à des étrangers dans des terres étrangères, où leurs noms sonnent faux et où leurs prières restent sans réponse. Anne d'Autriche survécut à tout cela. Mais survivre et vivre ne sont pas la même chose. Elle mourut en tant que reine-mère puissante, mais quelque part dans le soleil espagnol qu'elle ne revit jamais, une fille de 14 ans attend toujours que sa véritable vie commence, toujours croyant qu'un jour le mari qu'elle épousa pourrait apprendre à l'aimer, toujours espérant que tout cela n'est qu'un cauchemar dont elle se réveillera dans les bras de sa mère, dans un lit qui sent les fleurs d'oranger, dans un pays où les cloches de mariage, sonnant pour l'amour, plutôt que pour la politique, où les filles de 14 ans sont autorisées à rester enfants un peu plus longtemps. Vous vous réveillez au son des cloches de mariage, mais cette fois, elles sont silencieuses.